Voilà, Maître Joël Kitenge, avec lui, on va analyser l'actualité de fond en comble en République démocratique du Congo. Maître Joël Kitenge, bienvenue. Merci Jean-David Kilolo, salutations à tous les Congolais. Vous venez de Kanyama KCC? Nous avons été à Kanyama KCC dans le lot de l'itinérance, d'abord du chef de l'État dans le Olomami, où il a commencé par Kamina, chef-lieu de la province, puis Kanyama KCC. Donc, Kanyama, c'est le territoire, mais KCC, c'est le centre de formation d'encadrement de jeunes bâtisseurs appelé Centre Pilote Musée Laurent Désiré Kabila. C'est là où il a été le nom de l'initiateur de ce centre, où il a été d'abord à Kamina pour le lancement de travaux d'adduction d'eau, puisqu'il pose un problème d'eau potable à Kamina. Et après une visite de travail, il va aller à Kanyama KCC, où il va devoir inaugurer l'hôpital Madame Denise Nyakero Tshisekedi, qui compte à peu près 62 lits. Un hôpital moderne avec des outils de dernière génération. Il va ensuite visiter la nouvelle cité Mandala, le nom du chef coutumier de KCC qui a concédé cette partie de sa chefferie aux constructions de cette nouvelle cité, aux champs, au centre d'encadrement. Bref, nous occupons par sa volonté comme le chef, la tradition levée. La cité Mandala, c'est une nouvelle cité moderne qui compte 24 villas, et chacune de villas a 3 chambres et des suites cuisine, salon, etc. Donc en tout 72 chambres. Une salle de restaurant moderne qui convie tous les occupants de la cité. Une salle de réunion qui n'a rien à envier à Oya, ici à Kinshasa. Une salle de réunion moderne où s'est tenu d'ailleurs le Conseil des ministres dans ses prestigieux cadres. Un bureau privé du chef de l'État avec son salon et l'accueil et son parking. Une résidence officielle et privée du chef de l'État et son chapiteau, ainsi de suite. Le camp là où sont logés les jeunes bâtisseurs, tout ça par un lieutenant général Kassongo Kabwik, qui n'est qu'un dépendant militaire, il n'est pas politique, non, bien sûr, exécutant la vision du président de la République. Voilà là où beaucoup de Congolais ont découvert ces prestigieux cadres, un lot de maïs, mais également le chef de l'État était allé visiter plus de 9000 têtes de bœufs qu'il faut qualifier, qu'on appelle aujourd'hui l'engombe de l'État, le bœuf de l'État. Alors, l'œuvre encore du service national, voilà en quoi on a passé 3 jours. Là, vous avez été. Maintenant, le chef d'État s'est aussi rendu à Lubumbashi. Le chef de l'État, bien avant qu'il se rende à Lubumbashi, il a ordonné, d'ailleurs j'avais oublié cet aspect, il a ordonné une cargaison de maïs pour renflouer le 8 dépôts de vente de maïs dans le Kasaï oriental, puisque nous avons les entrepôts à Lubumbashi, à Kamina, à Kananga, à Mbujimaï, à peu près 21 tracts remorques de maïs qui comptent quelques milliers de centaines de sacs de maïs qui, depuis dimanche, les dés ont été entreposés partout. Ensuite, le vendredi, il va aller à Lubumbashi. L'objectif était d'ailleurs 2 inaugurations. La première, c'était le palais, le nouveau palais de justice, pour ne pas dire palais de justice, puisqu'il y en avait déjà. Le nouveau palais de justice, qui était déjà en phase d'équipement de travail, donc les bureaux, les meubles du bureau, les ustensiles, et le président a inauguré cet édifice pour la bonne administration de la justice au plaisir de tous les justiciables, État, magistrats, greffiers, juges et avocats, mais également les justiciables. Après, il va inaugurer un autre hôpital. Cet hôpital, qui vous vous souviendrez, en 2015, avait été brûlé. Et quand Nazem était devenu ministre des infras à la province à l'époque, on avait rasé carrément cet édifice qui longe la commune annexe et puis la route qui va à Kasumbalesa. Et cet hôpital a été reconstruit. Il n'y avait que 2 bâtiments. Cette fois-ci, on l'a construit à 6 nouveaux bâtiments modernes.
Sous Kazembe Choula. Durant les 12 mois qu'il a fait à la tête. Et c'est dans les 12 mois qu'il a fait à la tête de la province que ceci a été inauguré au grand plaisir du chef de l'État et de la population, notamment d'Iko, puisque quand vous regardez cet hôpital, ça range une forte densité de la population. Nous ne sommes pas loin de Machipicha. Donc, une densité... À Kisanga, l'hôpital de référence de Kisanga. Et c'est ce à quoi le président est allé ce vendredi après-midi, après son accueil au pied de la Maintenant, le gouverneur qui est là, il est intérimaire. Officiellement, le gouverneur... Oui, il est intérimaire, mais pourquoi on n'organise pas les élections au niveau du Haut-Katanga? Écoutez, les élections, c'est un acte d'abord légal, mais également une volonté politique. Pourquoi les élections? Pour qu'il y ait la légitimité dans la gestion. Pourquoi ne pas organiser, puisqu'il y a d'autres contraintes et d'autres irrégularités, mais il ne s'agit pas que de la loi, comme loi électorale, qui reste la seule source de droit. Il y a aussi les us et coutumes politiques de gestion, mais également de jurisprudence. On a déjà vu dans ce pays, certaines provinces, où un intérimaire a fini l'entièreté du mandat, alors que son titulaire était déjà investi. A fini l'entièreté du mandat, et c'est le cas du loi là-bas, de Madame Marie-Thérèse Masuka. Et ici, d'ailleurs, après son intérim, il y a des questions sécuritaires au Katanga qui continuent encore à susciter débat. Pas plus longtemps, il y a quelques jours, vous savez, la situation à Cuba, à Mamba, à Mitwaba, où il y a eu à peu près 8 morts et quelques incendies, dégâts de maisons incendiées, encore lèvres. Tout ça, ce sont les actes de sabotage. Les actes de sabotage. Sachant que le chef de l'État était dans la province, ils ont voulu aussi se faire sentir. C'était ça. C'est des actes de sabotage. Par exemple, les autres réclament, disent tout haut pour le dialogue, mais c'est un civique qui prennent des armes pour, je ne sais pas, viser quoi, et ils ne tuent pas des mouches, ils tuent le Congolais, et je vais ajouter, ils tuent les Katangais, puisque parmi les décédés, il y a des villageois, et tous ceux qui sont à Mitwabala, c'est leurs propres frères, leurs propres sœurs que vous les tuez, pour obtenir quoi? Pour revendiquer, et vous sortez comme des bandits, vous pillez, vous tuez, vous sortez aucune déclaration politique, aucun visé politique, et vous fuyez. Vous êtes qui? Et vous fuyez. Vous faites quoi en fait? Et mais attendre que nous avons tué. Dans ces contextes-là, c'est que la jurisprudence loi Labèze va aussi s'appliquer au niveau du Haut-Katanga. Je le souhaite, pour deux raisons que je peux développer, puisque moi j'estime que dans les 12 mois, M. Kazembe Choula a pu apporter d'abord une sécurité, même s'il y a des cas comme on a parlé de Mitwaba, il se bat puisque j'étais parmi les Congolais qui l'ont accompagné dans l'itinérance de la province, à Mitwaba, à Kilo, à Kasenga, Pueto, à Kipushi, à Likasi, à Mokambo, à Sakanya, à Kasumbalès, ainsi de suite dans le recoin, et à Kasenga, voulais-je dire également, les efforts, la manière dont ils sensibilisent la population locale. Ils discutent avec le notable, le chef coutumier, voire même dans l'indiscrétion, puisqu'il y a des choses qu'on ne dit pas à tout à la télé, trouver des voies de contact avec ces bandits qui se réclament être Bakata X, Bakata Y, qui se réclament pour leur faire comprendre l'intérêt de la paix à la province. Travailler pour le développement des coins et des recoins. Demander ce qu'ils veulent. Il s'est engagé à cet effet à des constructions d'hôpitaux dans ce coin-là, qu'il est là où ça s'inscrise, l'école pour l'apprentissage de jeunes et mettre un programme beaucoup plus pratique de route, d'asphaltage, par exemple à Puerto Asphalte, à Kasenga à 60%, des projets d'éduction d'eau à Kasenga, à Kilwa et de part et d'autre, pour qu'on comprenne en mettant en place des projets de développement. Il y a encore deux autres aspects. L'agitation politique autour de la menace qui pèse encore non loin de la porte de l'agglomération, l'ancienne agglomération du Katanga, voulais-je dire avant le découpage. Donc quand on est déjà au sud Kivu, que le sud Kivu n'est pas loin de Tanganyika, Tanganyika n'est pas loin de Kamina, ainsi de suite. Et vous savez, l'avantage c'est que dans tout ça, la grande province du Haut-Katanga, où l'agglomération katangaise d'antan est en train de se relier d'un côté à un autre. Je te curieux d'être surpris récemment, parce que moi je n'ai pas été à Kamina, les amis qui ont fait l'itinérance du président de la République dans la partie Kamina, disent qu'il y a maintenant de Dubaï, comme on le dit, de bus Yas,
des voitures qui quittent Lubumbashi le même jour vous êtes à Kamina. Le même jour. La route nationale qui était quasi impraticable depuis après la fin de l'indépendance, disons depuis 1970 ou 80, ces routes, on ne les pratiquait plus. Et s'il faut quitter Kamina pour Lubumbashi, il faut faire la moto et vous dépensez $400. À ce jour, à moindre coût, moins de $100, moins de $50 en francs congolais, vous êtes à Kamina et vous y retournez le lendemain. J'ai vu ceux qui étaient à Kamina, qu'on a discuté avec eux au téléphone le matin, et ils font au moins 3 à 4 heures, 5 heures de route. Ils vous arrivent à Kanyama-Kassese, 3 heures de route, ils sont en Bujimaï pour reprendre un avion. Et ça, c'est les efforts de la route nationale numéro 1 avec un Katangé. Le ministre Banza qui est en train de montrer de quoi il est capable au-delà de ses prédécesseurs, qui je ne dirais pas que tous n'ont pas bien travaillé. Donc moi, j'estime, si le président pense qu'il faut qu'il y ait les élections dans le Haut-Katanga et que Kazembe ne peut que rester intérimaire, qui suis-je pour m'opposer au président de la République? Mais s'il a mon avis, comme quelqu'un qui enquête, qui marche dans le fond, dans le fin fond du Congo, par exemple, je n'ai pas été dans le Haut-Katanga, cette fois-ci j'étais au Olomami, j'étais au Kasaï oriental, dans le fin fond, je peux rapporter ce que disent la population, ce que pense le notable. Il faut consolider cette stabilité qu'il y a là. Kazembe a mis au profit de Haut-Katanga des infrastructures et des œuvres d'une année, soit 12 mois, ce qu'aurait dû être fait un mandat de 5 ans. Alors, dans cet élan de construction, de bâtissements, pourquoi on peut penser prendre un bâtisseur pour le remplacer par un apprenti qui viendra alors chercher à faire ce qu'il n'a pas compris, ce qu'il le fera, et dans cette durée qu'il faut. Les députés provinciaux pensent de la même chose. Les regroupements socio-culturels, tant Sempia, Luanzo, Boulouba et Boukata ou tant d'autres, mais on peut parler que de Sempia et de Luanzo, tant qui me concerne, sont d'accord pour qu'on garde ce statu quo. S'il y a élection, eh bien, Kazembe candidat avec son coulistier. S'il n'y a pas élection, le président de la République qui peut concéder cette gestion intérimaire puisque nous sommes dans un mandat politique. Ce n'est pas l'intérim administratif. Voilà. Il a été élu comme vice-gouverneur pour 5 ans. Et il est intérimaire dans un mandat où ils ont été élus pour 5 ans. Ce n'est pas un nommé, c'est un élu gouverneur. Dans une équipe que Kaboul a dirigée. Bon, il se trouve être dans les problèmes avec les services de sécurité. Nous laissons encore le sort aux conclusions des services de sécurité qui suivent son dossier de près. Mais à mon sens, Kazembe vaut mieux d'être maintenu, soutenu et accompagné comme gouverneur du Haut-Katanga. Malheureusement, il y a des bruits qui circulent pour certaines oiseaux de bonnes augures qui pensent qu'ils viendront faire le miracle dans le Haut-Katanga et pourtant ils sont déjà quelque part et tout, mais leur gestion est chaotique. Alors quelqu'un qui ne sait pas gérer une entreprise, une gestion administrative où on a peut-être moins de 1000 agents, vous voulez les confier la gestion d'une province là où on trouve des milliers et des centaines de milliers d'agents et des structures qui attendent d'être rentabilisées en tant que telles. Et c'est compliqué. Alors maintenant, revenons à notre thématique sur le dialogue ainsi que les référendums. Où est-ce que nous allons aujourd'hui? On va au référendum? On va au dialogue? Bon, ben, écoutez, moi ici, d'abord, je vais rester logique. J'ai bien suivi notre ami de l'INC que vous avez suivi ici, sauf que je me pose une question, si c'était son point de vue comme citoyen congolais, ou c'est du ballot à essayer comme ils le font à l'INC, Billy va lui dire, ou Kamere lui dit non, petit, vas-y, essaye de montrer notre position, mais en tant que tel, il a dit non à l'INC. Donc c'est la position de l'INC que je le concède, mais je vais les exhorter. L'INC, c'est toujours le dialogue depuis longtemps. Non, je vais les exhorter à l'image d'Ale Borodjoa, qui devient une jurisprudence politique à respecter. Je salue Ale Borodjoa. Donc vous êtes avec un rassemblement politique, un groupe de gens qui, vous aviez une idée ensemble. Mais dans le fond, en termes d'idées, ça ne se marie plus. Vous vous assumez comme politique. Allez a décidé de capituler, de se détacher du C64 pour des raisons qui lui sont propres, je ne développe pas. Quand Vital Kamere, l'INC et autres trouvent que la démarche prônée par l'Union sacrée ou le président de la République
n'est pas ce que lui comprend, ce qu'attend faire. En politique, il ne faut pas demeurer lâche. Assumez-vous, quitte le camp et définissez votre propre chemin, pour vos opinions qui vous sont propres. Ça, c'est ça que je dis. Ne restez pas hypocrite dans un camp où nous ne cachons pas nos ambitions. Tu veux devenir un odeur de leçons alors que les lignes fixées par vous ne sont pas celles que les autres pensent. Ça, c'est de la lâcheté, c'est de l'hypocrisie, nous le déconseillons. Ils doivent s'assumer. Si ils veulent jouer, souffler le chaud et le froid, tout en étant l'Union sacrée avec de grandes lignes qu'il y a, eh bien, nous, on ne les dit pas derrière le rideau. C'est clairement et net. Je les exhorte à tenir compte de ça. Par contre, la loi qui a été publiée, je l'ai adoptée. Je veux dire, un arrêt rendu, ce n'est pas encore publié, on attend le président par l'ordonnance. Mais 15 jours après, même s'il ne publie pas, exactement, ipso facto, ça s'applique. Par contre, c'est une loi organique qui n'a rien à voir avec les référendums. C'est une loi organique qui régule, qui organise, qui argumente les référendums dans l'État. Et ces textes sont là. Ils peuvent être modifiables demain, le lendemain. Il y a des réserves alors. Ça n'a rien de la loi référendaire. Ce n'est pas une loi référendaire. Ça, c'est un élément de détail. Deuxièmement, nous ne sommes pas face à une loi constitutionnelle. Ça veut dire le projet avec des articles bien précis qui tend tout de suite à modifier ou à changer une constitution. Et tout ce qui est en train d'être spéculé, c'est un débat, une opinion que nous ne semblons pas capituler. Nous nous assumons en tant que tels. Nous nous réfléchissons très haut et à haute voix, pensant que nos textes qui nous gouvernent, la loi fondamentale, doit être changé. Réfléchir la naissance d'une nouvelle république. Et c'est un débat que nous nous assumons en tant que tel. Ce débat peut être engagé dans un dialogue. Ce débat peut être engagé au cours d'une institution, soit le Parlement ou le Sénat. Ce débat peut être de manière directe demandé à notre peuple qu'est-ce qu'il en pense. Et quand un Congolais dit ça, mon frère David, comme tu péchais, puisque c'est de bon droit. Il y a d'autres Congolais qui prônent même le fédéralisme, Jean-David Kilolo. C'est leur droit. Mais il y a d'abord des réserves. Revenons d'abord à la loi qui a été à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Vous êtes juriste. Il y a des réserves qui ont été mises. Exactement. 13 dispositions. Oui, puisqu'il y a ce qu'on appelle l'appréciation du quorum et de la majorité, puisque la loi elle-même contient plus de quarantaine d'articles, à peu près presque 50. Plus de quarantaine d'articles. Et lorsque vous avez 13, n'est-ce pas, sur plus de quarantaine, donc il y a déjà 27 ou 29 articles qui sont conformes et favorables. Et la Cour a émis ces réserves, qui sont les réserves de forme et non pas de fond. Une réserve, ça ne veut pas dire, par exemple, que les 10 articles ne sont pas conformes à la Constitution. La Cour n'a pas prononcé, demandé aux initiateurs de la dite loi d'aller reformuler ces articles. Ça, puisque la réserve a toujours une précision. On se réserve en attendant que l'auteur revoie. Puisqu'ici, l'initiateur est en Gondakoy, les débats débattus au sein de l'Assemblée plénière, ce n'est plus la loi de Gondakoy, c'est une œuvre de l'Assemblée nationale qui a été débattue même au niveau du Sénat. Et c'est l'œuvre du Parlement. Et la Cour pouvait recommander, faire des recommandations au Parlement pour le débat de telle ou autre disposition. Et ces réserves, ça veut dire qu'il encaisse. C'est pourquoi, par exemple, autour d'un arrêt, on peut dire la demande, nous disons la demande est recevable, mais partiellement fondée. En conséquence, je parle de la forme générale. En conséquence, la Cour décide ou dire ceci, ceci, ceci. Est-ce que le fait qu'une demande soit partiellement fondée, ça fait que la demande n'est pas du tout à bénéficier d'un arrêt? La partialité, on va la motiver. Et la Cour a été très argumentée et il en a apporté des arguments solides quant à l'arrêt au fond, puisqu'ils ont démontré par ceci, par ceci, par ceci, puisque les gens ne doivent pas lire un arrêt de la Cour par le dispositif.
il y a la partie développement, là où la Cour argumente, là où la Cour démontre, là où la Cour confirme, là où la Cour essaye de s'expliquer. Étant la décision de la haute juridiction de notre pays, en tant que praticien de droit, nous sommes appelés à ne pas ouvrir le débat. Nous disons Amen, nous acceptons. C'est ce que la loi et les coutumes dans les systèmes judiciaires romano-germaniques où nous nous trouvons d'accepter, d'adopter en tant que tel. Et à ce stade, la Cour n'a reçu aucune requête en contestation. Aucun groupe de Congolais n'a signé des pétitions pour saisir la Cour de manière à ce que la Cour s'explique autrement. Le problème, c'est la portée maintenant de ces réserves. Oui, la portée de ces réserves, du point de vue de ça, je parle du point de vue de droit, pas politique. Oui. Du point de vue de droit, ça n'a aucune incidence. Ça n'a aucune incidence? Non. Oui, parce que maintenant, s'il faut... C'est la réformulation. S'il faut appliquer, vous serez obligé de suivre l'interprétation de la Cour. Mais l'arrêt d'abord n'est pas l'arrêt d'interprétation. L'arrêt de la Cour est l'arrêt de conformité. Mais sous réserve d'interprétation. Sous réserve d'interprétation, ça dépendra de qui voudra saisir la Cour pour X article. Est-ce que la Cour... Parce que déjà, la Cour a déjà interprété elle-même ses réserves. Non. Ici, la Cour s'est prononcée pour la conformité. Oui. La Cour n'a pas été saisie. Et il faut dire que cette saisine de la Cour est une saisine naturelle, séquentielle, que je peux qualifier même de systémique. Les lois qui sont débattues au Parlement, bien avant que ça aille au cabinet du président de la République pour leur promulgation, la Cour se prononce dans un arrêt appelé à le contrôle de conformité. Maintenant, le contrôle de constitutionnalité ou inconstitutionnalité, c'est une autre action. C'est une autre action, laquelle action la Cour n'a pas été saisie. Et la Cour ne peut pas aller ultra petit A sur une matière qui ne lui est pas réservée. Il a été saisi comme juge de conformité et il s'est prononcé comme juge de conformité, il dira que c'est conforme. Et à ce stade, moi je ne peux pas faire jugement à la Cour sur une matière, laquelle matière la Cour n'a pas été saisie, ça veut dire l'interprétation. La Cour n'a pas été saisie pour interpréter la loi organique organisant le référendum. Non, la Cour a été saisie pour conformité. Et quant à la conformité, il n'a péché à aucune règle, à aucune forme, ni au fond. Donc là, il faut que d'autres personnes qui estiment l'inconstitutionnalité de ces dispositions, de saisir la Cour pour interpréter. Et encore, l'inconstitutionnalité d'un texte, il faut attendre que ce texte s'applique. Puisque ça peut être au cours d'une procédure, puisque c'est une exception d'ordre public. Vous êtes face à une procédure, il y a la loi référendaire, il y a tout ce qui va avant la période de la loi dite référendaire. Dans l'application de cette loi, dans son champ d'action, il arrive un conflit entre un bénéficiaire ou je ne sais pas qui, ça dépend quelle action. Et alors, le juge de constitutionnalité est saisi pour que cette action, comme c'est une exception d'ordre public, soit suspendue pour que le juge de conformité dise, de constitutionnalité dise si l'article querellé entre parties. Et à ce moment-là, il y a un autre débat, une question de droit qui relève de la forme arrive, la qualité de la personne qui va saisir pour cette interprétation. Il est qui? Puisque les règles sur la saisine de la Cour constitutionnelle sont connues. Alors maintenant, il est qui? Ça lui préjudice dans quelle action? En quoi? Alors maintenant, aujourd'hui, la loi a été au niveau de l'arrêt a été rendu au niveau par la Cour constitutionnelle. 15 jours après, ça sera d'office appliqué ou promulgué. Aujourd'hui, l'opposition est dribblée ou l'opposition n'est encore sur qui-vive? Non, mais l'opposition en tant que telle, je ne vois pas en quoi ils sont dribblés, puisque la loi a été initiée, débattue jusqu'à arriver dans cette phase où l'arrêt a été rendu pour assurer davantage le bon fonctionnement légal des textes et le champ d'application de tout ce que la Constitution veut déjà par l'énoncé. L'esprit de cette loi vient de la partie
l'une des parties de l'article 5 de la Constitution, où l'article 5 de la Constitution est la matrice de la loi électorale. L'article 5 de la Constitution est la matrice de la loi dite référendum, organisant le référendum. Et en quoi ça préjudice cette opposition? Puisque c'est juste un mode de fonctionnement normal et ses opposants vont se servir de cette loi. Et cette loi va être servie pas ceux qui sont opposants aujourd'hui, même ceux qui viendront demain. Les opposants d'aujourd'hui ou de demain peuvent solliciter une modification ou à la réviser comme ils la pensent, puisque les lois sont appelées à changer. Ils sont dupés à quoi? Ça les empêche à... Alors aujourd'hui, c'est quoi la priorité? Les dialogues ou les référendums? Non. En fait, dans la République démocratique du Congo, je ne sais pas qui est mieux placé pour... Parce que déjà, l'UNC, votre prédécesseur, pour l'UNC, c'est d'abord les dialogues. Ils ont commencé à plaider pour le dialogue depuis longtemps. Et aujourd'hui, comme si vous les avez rejoints dans le sens de... Non, on n'a pas rejoint l'INC. On n'a pas rejoint l'INC. L'INC doit être honnête. Et M. Vital Kamerhe, je l'exhorte à l'honnêteté, pas à la manipulation pour se victimiser et chercher un rang honorable. Pendant qu'il est allé à Bunagana, ce n'est pas à sa sortie de prison, mon frère Davidi. Et pendant que lui, Vital Kamerhe, est arrivé à Bunagana, à Nairobi, il y avait quoi? Nous dialoguions avec les M23 à Nairobi. Et Ruto n'était même pas encore président. Kamerhe était en prison. À Nairobi? Bien sûr. Et c'est devant la table de négociation que M23 s'est retiré. Non seulement avec la M23, avec tous les groupes armés, le processus de Nairobi a bien commencé avant la libération de Vital Kamerhe. Quand tu viens parler de ce qui s'est fait déjà, à quoi les gens te rejoignent? Mais soyons honnêtes. On veut s'attirer un rang honorable ou on veut s'attirer des acclamations? Il a dit quoi de nouveau, puisque devant nos représentants y étaient. Vous vous souviendrez des scandales de micro, qu'est-ce qu'on appelle, les micro-interprétations, je ne sais pas, des langues, où on avait placé les cartes à espions et tout les scandales qu'il y a eu à Nairobi. Et la caméra avait fait déjà Bunagana. C'est après sa prison qu'il a fait cette tournée, trouvant que le M23 a refusé de continuer à dialoguer et ils ont continué à reprendre les armes et le gouvernement de la République a décidé de qualifier le M23 de terroristes et de ne plus les inviter sur la table de négociation. Lorsque vous revenez sur ce que le gouvernement fait déjà, vous êtes l'auteur, il veut la paternité du dialogue et je vous ai suivi dans la partie A où il y avait 5 questions. Vous avez bien énuméré exactement, il y a eu 58 dialogues conciliables de toutes sortes. Pour donner quoi? Alors, on imagine maintenant cette recette d'aujourd'hui, si ça sera la meilleure, ou je peux dire la dernière. Et je ne vois pas ni la meilleure, je ne vois pas ni la dernière. Ça, c'est ma lecture personnelle. Alors, il faut quoi maintenant? Ça, c'est ma lecture personnelle. Par contre, la seconde formule de cette discussion qui ouvre un champ d'inclusivité que je suis en train de saluer. Pourquoi? Puisque déjà, à part l'échec de Nairobi datant, où les M23 et nous ne nous sommes plus retrouvés en face pour discuter, il faut même noter, dans cette phase, les gens copient ça négativement, puisqu'on fait la digression et quelques populismes communicationnels, lorsque les représentants du M23, lors des consultations nationales, alors que quand on était encore vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sont venus à Kinshasa, oui, effectivement, avec un cahier de charges. Nous n'avons jamais dit non. Avec un cahier de charges pour expliquer à Tshisekedi de continuer à respecter et appliquer ce qui se sont attendus avec M. Kabila à l'époque. Et le refus par lui de considérer ce cahier de charges, de faire ce qu'il lui demande, donc on connaît l'esprit de la pendant 14 mois. Peu importe la durée, mais ils sont venus discuter. Et nous n'avons pas cédé à ceux qui sont venus discuter. Ça veut dire l'esprit du dialogue. Il ne faut pas confondre le dialogue à caractère officiel et tout ce qui se fait dans le huis clos, dans le coulisses. Ça fait partie du dialogue. Alors c'est quoi? C'est l'hypocrisie l'hypocrisie des Kamerhe? Non, moi je préférerais pas, je ne préfère pas le traiter d'hypocrite, mais je vais l'exhorter à éviter la manipulation, à s'inscrire dans une logique et de s'assimiler en tant qu'un acteur politique majeur. D'ailleurs, il est un acteur politique majeur, de s'assimiler en tant que tel. Oui, il n'est pas le parrain du dialogue ou l'initiateur de cette pensée, puisque quand il est sorti en prison, on discutait déjà à Nairobi. Donc il doit
Peut-être qu'il était déconnecté avec les réalités de Makala. J'en ai été déjà, je sais comment ça se passe. On le comprend. Oui, mais dire qu'il a été l'initiateur, non. Oui, mais pour Caméré, c'est le dialogue. Le dialogue, c'est aussi les vœux du chef de l'État. Mais le dialogue, nous, à l'IDPS, le président de la République ne s'est jamais opposé. Personne ne peut projeter une vidéo là, je sais qu'elle a dit je ne dialoguerai pas. Au départ, une seule vidéo, il en a même décidé de raconter Kagame qu'en enfer au ciel. Après la discussion, le conseil des uns des autres, il a été important qu'il se rencontre à Luanda. Puis Luanda, après à Doha, vous vous souviendrez, devant les princes de mur, le mur du Qatar, ils ont été face à face avec Vital Kamerhe, qu'est-ce que j'ai dit, Paul Kagame, à Nairobi. Nous discutons avec le Rwanda dans des processus. Nous discutons avec l'M23 à Doha. Il y avait maintenant une catégorie de Congolais qui étaient de laissés ou laissés pour compte. Ce camp des opposants qui n'ont pas pris des armes. Le camp de Fayoudou, de Kabunda ou Sesanga, je ne sais pas s'il faut considérer aussi Ali Borodjoa et les autres. Et le gouvernement de la République, avec la SENCO, après rencontre, on pensait que toute cette discussion n'était pas inclusive. Puisque nous discutons avec ceux qui ont les armes. Et la catégorie des Congolais, des sociétés civiles qui ne sont pas armées, à quoi et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut ouvrir un autre cadre du dialogue et en discutant avec eux, l'action devienne inclusive. Ça veut dire d'un côté, les preneurs des armes, il y a une discussion. Le meneur, derrière ces preneurs des armes, Paul Kagame, il y a une discussion et des accords d'ailleurs. Mais il faut discuter avec ceux qui sont là. En discutant avec les camps Fayoul, C64 ou société civile en tant que telle, ou les autres membres des sociétés civiles, il n'y a plus personne qui peut se dire j'ai été écarté. Je n'ai pas été concerné. À plusieurs niveaux. Non pas à plusieurs niveaux. On a maintenant ramené la seconde phase de dialogue à inclure les autres Congolais qui étaient écartés. Puisqu'avec les camps de AFC, M23, Rwanda... Mais ce n'est pas encore terminé là-bas. Non, mais peu importe que ce n'est pas terminé, mais nous dialoguons. Nous dialoguons. Et maintenant, ce dialogue qui sera organisé, ça sera seulement ceux d'ici ou on va aussi impliquer les autres? Non, mais je ne veux pas les impliquer dans quoi, puisque ça ne les concerne pas. Les questions que nous discutons avec ceux qui n'ont pas des armes, ils ont les revendications, les cahiers de charges. Ceux qui ont pris des armes, nous continuons à discuter avec eux. Il n'y a pas raison de mettre tout dans un tout. Pourquoi? Puisque dans les deux processus, il y a de non-Congolais. Comment on va inviter les non-Congolais à venir discuter quand le Congolais discute? S'il y aura d'autres moyens de se revoir entre Congolais, qui sait qui avait les armes hier, mais il faut prendre l'initiative des évêques, non? Les évêques catholiques. Oui, c'est cela l'initiative des les évêques catholiques. Pour eux, ils ont parlé de pacte là où ils ont eu beaucoup plus à consulter même la sous-région. Non, non, ce processus était biaisé. Il a été mal réfléchi par la SENCO. Je salue d'ailleurs comment ils se sont ravisés, ou le reste, puisque souvent, dans ce qui concerne les dialogues, Jean-David, ce n'est pas le facilitateur ou le modérateur entre partis en conflit, puisque ce n'est pas l'État congolais en conflit avec l'Église catholique. Ce n'est pas non plus le Rwanda en conflit avec l'Église catholique. Ou Martin Fayoulou, C64 en conflit avec l'Église catholique. Vous et moi sommes en froid. Il y a quelque chose qui nous oppose, une philosophie, une action. Maintenant, la table qui, je qualifie, en tout cas je ne dis pas que la SENCO est la table, qui est entre nous deux, la table veut nous rapprocher et la table veut attendre nos points de vue pour nous rapprocher de manière à créer un accord, un climat de paix pour le bon fonctionnement de l'État. Et à ce stade, la table a lui-même un cahier de charges, a lui-même des revendications, a lui-même une charte. Qu'est-ce qu'il a appelé là? Les pactes sociaux avec des textes qui composent plus de 65 pages. Est-ce que c'est la table qui est en conflit? Non. La SENCO écoute le parti. Vous vous souvenez de la discussion de Saint-Sylvestre? Ce n'est pas Monseigneur Mosengo qui était porteur d'un cahier de charges. C'est les partis en conflit qui viennent avec les revendications qu'on appelle cahier de charges ou ce qu'ils veulent. Et même ceux qui sont au pouvoir s'attendent. Vous jouez le rôle du modérateur. Et vous avez un modérateur qui vient déjà avec dire ce que les gens doivent faire. Ça se fait où? Depuis l'histoire de négociations, de discussions, de rapprochements, c'est qu'une mauvaise pente qu'ils ont pris, mais je crois ils ont compris. Nous ne pouvons pas être rigoureux à leur place quant à cette question, mais au moins, la discussion avec nous, Congolais, elle est permanente. Mais n'oublions pas que la présenté dans cette discussion, à quoi ça va être opposable au Rwanda?
C'est ça la question que nous posons. Est-ce que Kagame se dira, j'ai vu les Congolais se mettre autour d'une table, ils ont discuté, et bien mes troupes rentraient chez nous, ne pillez plus leurs minéraux, ne tuez plus, ne cherchez pas à tuer les chefs coutumiers pour remplacer par des Tutsis, et ne cherchez pas à créer la partie Est comme une entité rwandaise. Pourquoi? Puisque j'ai vu les Congolais discuter. Qu'est-ce qui va être opposable à Kagame? Voilà, ça c'est la question. Merci beaucoup, Maître Joël, surtout de votre passage. Tout à l'heure, ça sera la minute information en langue. Et puis, après, on va recevoir Bob Ambongo pour chuter.